Des eaux du Yangtze-Jiang jaillit le plus grand édifice de béton de la planète. Le barrage des Trois Gorges s'étend sur plus de 2 km de long et 180 mètres de haut. Il aura fallu 40 000 ouvriers et plus de 17 ans pour le construire. Quand il fonctionnera à plein régime, il produira à lui seul 20 000 MW d'électricité, 2 fois plus que l'ensemble des centrales nucléaires d'un pays comme la Grande-Bretagne. C'est une merveille de technologie. On doit cet exploit aux barrages qui ont été bâtis avant lui à travers le monde et aux innovations techniques majeures élaborées sur ces chantiers. L'un après l'autre, du plus petit au plus gigantesque, 5 de ces barrages vont nous révéler leur incroyable histoire. Avancées technologiques qui ont permis de construire toujours plus grand. La Chine connaît actuellement une croissance économique prodigieuse. Pour alimenter son industrie en constante accélération, elle a besoin de toujours plus d'électricité. Elle sera fournie en grande partie par cet immense barrage du centre du pays, le barrage des Trois Gorges. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie a été filmé juste avant l'achèvement des travaux. Pour pouvoir commencer sa construction sur le Yangtze-Jiang, les Chinois ont d'abord dû détourner le cours de ce fleuve de près de 2 km de large et déplacer plus d'1 million de personnes de la zone qui allait être inondée. Quand le réservoir s'est rempli, la masse gigantesque d'eau retenue derrière le barrage aurait même très légèrement ralenti la vitesse de rotation de la Terre. Le barrage des Trois Gorges est le plus grand ouvrage hydroélectrique du monde. Sa construction a requis 28 millions de mètres cubes de béton. Une quantité suffisante pour remplir un tuyau d'1 mètre de diamètre qui ferait le tour de la planète. Ça fait beaucoup de béton. Malgré tout, les autorités chinoises sont convaincues que l'effort en vaut la peine puisque le barrage fournira de l'électricité propre et bon marché à des millions de personnes. Pour comprendre comment les Trois Gorges peut produire autant d'énergie, remontons dans le passé. Et arrêtons-nous d'abord au XIXe siècle, autour d'un modeste cours d'eau du nord de l'Angleterre qui alimenta le tout premier barrage hydroélectrique de l'histoire. Cette demeure est ce qu'il y a de plus moderne dans la Grande-Bretagne de la Révolution industrielle. Elle est la propriété d'un certain Lord Armstrong, entrepreneur et inventeur obsessionnel. Il l'a équipée des technologies dernier cri, dont le chauffage central,
et divers mécanismes permettant d'actionner ascenseurs, machines à laver et autres rôtissoirs. Mais il reste une pièce où les technologies modernes font cruellement défaut, comme l'explique l'historien Anthony Burton. C'était la plus grande fierté d'Armstrong, sa galerie des portraits où étaient exposés des tableaux victoriens fantastiques. Il adorait particulièrement y faire venir ses invités le soir. Mais même en plein jour, il y faisait sombre. Et à la lumière des bougies, les invités n'en profitaient pas vraiment. Il lui faut donc des lumières électriques et un moyen de les alimenter. Comment générer de l'électricité? On le savait depuis une cinquantaine d'années puisque Faraday en avait découvert le secret. Il faut faire tourner un aimant continuellement autour d'un fil de cuivre. Je vous ai préparé une petite démonstration. Voilà. Ici, nous avons deux aimants fixés sur ce disque. Et ici, il y a notre fil de cuivre. Si je fais tourner le disque devant le fil, ça doit créer de l'électricité. Et effectivement, on le voit sur l'ampèremètre, il y a bien de l'électricité. Chaque fois que les aimants passent, ils génèrent une petite impulsion électrique sur le fil de cuivre. Pour fabriquer une plus grande quantité d'électricité, il faut une installation plus importante. Et voilà ce qu'Armstrong a acheté, la turbine à vortex de Thomson. Un engin extraordinaire. Pour tourner, la turbine de Thomson a besoin d'un grand volume d'eau au débit rapide. Lord Armstrong ne dispose que du petit cours d'eau qui traverse ces terres. Il avait besoin de ça, d'un gros volume d'eau. Et comment obtenir ça d'un petit ruisseau? Il a construit un barrage. Armstrong fait construire un mur de terre de près de 10 mètres de haut qui transforme son petit ruisseau en lac profond. La pression de l'eau étant plus élevée dans le fond du lac, il y creuse un conduit par lequel l'eau traverse le barrage. Elle est ensuite injectée dans une turbine de Thomson, à l'intérieur de laquelle elle actionne le rotor, qui à son tour fait tourner l'axe relié au générateur pour produire 4000 watts d'électricité. Pour Lord Armstrong, ce n'est qu'un premier pas vers la lumière. Il doit maintenant transporter l'électricité de la turbine jusqu'à sa galerie de peinture, à plus d'1 kilomètre de distance. Il fixe donc au générateur 2 fils de cuivre épais qui conduiront l'électricité jusque chez lui. Il utilisera en tout 5 tonnes de cuivre pour éclairer une seule ampoule. Mais avec sa maison éclairée à l'énergie hydraulique, il a ouvert une voie immense. Aujourd'hui, à l'autre bout de la planète, le barrage des Trois Gorges pousse à l'extrême l'idée de génie de Lord Armstrong. L'ingénieur britannique Robin Charlwood y travaille depuis 2003. Il est toujours aussi impressionné par sa taille. On est dans l'une des 3 immenses centrales électriques des Trois Gorges. Dans cette salle de 700 mètres de long, on voit 14 grands générateurs à turbine. Après celle-ci, à 1 kilomètre de distance, il y a la deuxième centrale, puis une troisième encore après, sous terre, creusée dans la roche, de l'autre côté du fleuve. Pour vous donner un ordre de grandeur, chaque générateur coûte autour de 50 millions de dollars. Le barrage de Debden avait un seul générateur. Celui des Trois Gorges en a 32.
Ils produisent 5 millions de fois plus d'électricité que leur ancêtre anglais. Pour les activer, les Chinois exploitent la puissance du Yangtze-Jiang. Le réservoir en amont du barrage dépasse les 150 mètres de profondeur. L'eau descend vers les générateurs par de gigantesques conduits en béton. Le flot se jette sur les turbines et les fait tourner. Le mouvement est transmis au rotor du générateur équipé d'immenses aimants. Les aimants se mettent à tourner devant les fils de cuivre disposés dans un boîtier et génèrent ainsi du courant. Un seul de ces engins produit autant d'électricité qu'une petite centrale nucléaire. Alors que tous les générateurs réunis en fabriquent assez pour alimenter 60 millions de Chinois. Ce projet est un nouveau point de référence dans l'industrie hydroélectrique internationale. Il est presque 2 fois plus gros qu'Itaipu au Brésil. Et bien sûr, il est le premier d'une série de méga barrages déjà en chantier en Chine. En 1878, le barrage de Debden a prouvé que même le plus petit ruisseau pouvait être exploité pour produire de l'électricité. Mais pour en fabriquer à plus grande échelle, il a fallu braver des cours d'eau d'une toute autre envergure. Pour construire un barrage capable de produire 128 MW, les Français ont dû dévier le cours de la Dordogne. En 1914, la Première Guerre mondiale plonge la France dans une crise énergétique profonde. Les mines de charbon étant occupées par les Allemands, il faut importer du charbon de l'étranger pour alimenter les centrales électriques et continuer à faire tourner le pays. Après la guerre, on décide donc d'accroître les ressources énergétiques en produisant de l'électricité à partir d'un barrage hydraulique. Mais construire une structure de béton au beau milieu des courants rapides de la Dordogne relève du défi. Ici, c'est la Dordogne, représentée sur le sable. On ne peut pas mettre du béton comme ça au beau milieu d'une rivière. Ils voulaient placer le barrage ici. Mais pour en avoir un, il a fallu en construire 3. D'abord, un barrage provisoire ici. C'est ce qu'on appelle un bâtard d'eau. Il interrompt le flot de la rivière. Mais si on ne veut pas que l'eau déborde par-dessus, il faut construire un canal de déviation là, autour. Et puis pour empêcher l'eau déviée de repartir vers le bâtard d'eau, il faut en construire un second ici. À partir de là, on peut assécher l'espace entre les 2 barrages provisoires et y construire le barrage définitif. Deux tunnels sont donc creusés dans la roche pour dévier le cours de la Dordogne. Un premier barrage provisoire est monté à l'aide de caisses grillagées remplies de pierres et posées sur le lit de la rivière. Puis, on le renforce avec du béton. La rivière monte derrière le bâtard d'eau et s'enfile dans les tunnels. On construit alors le second bâtard d'eau. Une fois le lit de la rivière asséché entre ces 2 barrages, il reste l'espace où construire la structure principale. Les ingénieurs ont eu le bonheur de découvrir que cette partie du lit de la rivière était en roche massive et qu'ils allaient pouvoir bâtir leur barrage directement dessus. La gigantesque structure de béton atteint 89,50 mètres de haut. On ferme alors les tunnels de dérivation afin de mettre le barrage en eau et d'immerger les bâtards d'eau. Mission accomplie.
Il ne reste plus qu'à ouvrir les vannes pour faire tourner les turbines et fabriquer de l'électricité. Une fois terminé, le barrage de Marège produit 128 MW qui serviront à l'électrification du Paris-Orléans et à l'alimentation de la capitale à 400 km de là. Le Yangtze-Jiang et ses 6000 km de long est le plus grand fleuve de Chine. Il pose de nombreux problèmes de logistique aux ingénieurs chargés de la construction du barrage des Trois Gorges. Avant que le chantier commence, des milliers de logements doivent être construits, puisque l'eau inondera plus de 600 km² de terre en amont du barrage. La Chine doit donc reloger plus d'1 million d'habitants. On est au milieu des rochers et des blocs de béton précontraints qui servent à monter les bâtards d'eau permettant d'endiguer le fleuve avant la construction du barrage. Maîtriser les eaux du fleuve pour mener à bien ce chantier colossal est une étape capitale. D'autant que le Yangtze-Jiang est l'un des plus grands fleuves du monde, l'un des plus rapides aussi et des plus profonds. La construction de ces bâtards d'eau a donc été une opération fondamentale. D'après les Chinois, c'est la diversion la plus importante et la plus difficile jamais réalisée sur un projet hydroélectrique. Et ils ont parfaitement raison, c'est monstrueux. On commence par installer une série de digues en pierre. Elles permettront d'assécher une partie du lit du Yangtze-Jiang, tout en laissant un passage pour que le fleuve continue de s'écouler. Sur cette zone asséchée, 2 premiers tronçons de barrage sont édifiés. Puis on déverse des tonnes de terre sur la partie où s'écoulait encore l'eau. Et on bâtit un nouveau bâtard d'eau, en béton cette fois. Cette nouvelle structure retient le fleuve derrière elle. Le dernier tronçon du barrage peut alors être construit. Il faut ensuite supprimer le bâtard d'eau pour laisser l'eau s'écouler vers les turbines. Une fois ces structures construites, la difficulté est de les détruire. Au début du chantier, les bâtards d'eau ont été fabriqués à partir de pièces comme celle-ci, relativement faciles à manier, avec du matériel d'excavation plus ou moins classique. Mais la destruction des murs de béton massif construits dans un deuxième temps a dû faire appel à de sacrées innovations techniques. Contrairement au bâtard d'eau de Marège, la version chinoise est trop haute pour rester en place. Des trous ont donc été prévus dès sa construction pour y loger des explosifs. Le 6 juin 2006, on les remplit de 190 tonnes de dynamite et on retient son souffle. Des mois de travail disparaîtront en quelques secondes. En s'effondrant, le bâtard d'eau libère l'eau qu'il retenait. Pour le barrage des Trois Gorges, c'est l'épreuve décisive. Et il tient le choc. Après avoir eu la preuve grâce à Marège qu'il était possible de détourner le cours d'une rivière pour construire un barrage puissant, les ingénieurs américains en charge du barrage Hoover vont repousser les limites de leurs matériaux de construction. Ils ont pour but de franchir le cap des 1000 MW. Dans les années 1930,
les États-Unis veulent s'atteler à l'un de leurs plus gros problèmes économiques. L'expansion des villes de l'Ouest est rendue impossible par le manque d'eau et d'électricité. Pour sortir de cette impasse, ils conçoivent ce qui est alors le plus grand barrage du monde, le barrage Hoover. Les ouvriers qui ont travaillé là-dessus étaient de vrais aventuriers. Ceux qu'on a appelés les High Scalers travaillaient assis sur une planche suspendue dans le vide. Ils descendaient en rappel le long des parois du canyon en brisant la roche au marteau hydraulique pour la rendre poreuse et s'assurer que le béton y adhère. Aucun chantier avant celui-ci n'a employé autant de béton. Mais gérer de telles quantités peut s'avérer un véritable casse-tête. Quand on travaille avec de très grosses quantités de béton, le problème c'est la chaleur. Pour bien comprendre, le béton se compose de 3 ingrédients de base. D'abord celui-ci, le ciment. C'est l'ingrédient actif, celui qui réagit et se transforme. Ensuite, il y a l'eau, qui interagit avec le ciment. Et puis, il y a ceci, un agrégat de cailloux ou de sable qui donne sa force au mélange. Donc, quand on met le ciment dans l'eau, une réaction chimique se produit. Une réaction exothermique pour être exact. C'est-à-dire que le mélange dégage de la chaleur. Faisons l'expérience. On voit que la température monte. Elle a déjà atteint les 15 degrés Celsius. Et si on attend encore un peu, elle va encore grimper. On vient d'observer une hausse de température. Ce n'est pas spectaculaire, mais quand la quantité de matière est énorme et que la chaleur qui s'en dégage ne peut pas s'échapper, l'intérieur du bloc de béton chauffe de plus en plus et se dilate. Cette dilatation fait craqueler les couches superficielles du bloc. Et quand on coule de grosses quantités de béton pour construire un barrage, il vaut mieux éviter les fissures. Sur le chantier du barrage Hoover, si l'on coulait le béton en une seule fois, sa couche extérieure refroidirait et durcirait, alors que le centre encore chaud continuerait à se dilater. Et la croûte finirait par se fêler. Les ingénieurs choisissent donc de le couler sous forme de blocs individuels. Ainsi, le béton se contracte en refroidissant, mais ne se fissure pas. La contraction crée de petits espaces entre chaque bloc, qu'il suffira par la suite de remplir de ciment. Mais cet agencement astucieux ne résout pas tous les problèmes. Le barrage Hoover est immense. Il comprend 6 millions de tonnes de béton. Si l'on réussissait à concentrer toute la chaleur générée par le séchage de ce béton dans un four, on pourrait faire cuire 1 demi-million de pain tous les jours pendant 3 ans. D'après les calculs des ingénieurs de l'époque, si on avait laissé refroidir d'elle-même une structure pareille, il aurait fallu 125 ans pour que le béton soit parfaitement solidifié, ce qui est beaucoup trop long. L'ingénieur en charge du chantier, un certain Frank Crowe, un homme toujours pressé, a dit « Ça ne va pas, je ne peux pas attendre 125 ans. Je vais donc me servir du Colorado pour refroidir mon barrage. » Frank Crowe fait donc passer plus de 950 km de tuyaux d'acier dans le béton du barrage. Il construit un immense système de refroidissement qui lui permet de faire descendre la température de l'eau à 4 degrés pour ensuite l'injecter dans le réseau de conduits qui parcourt le béton chaud. Le temps de refroidissement passe ainsi de 125 ans à 22 mois seulement. Ça a marché comme sur des roulettes. Il ne leur restait plus qu'à finir le barrage, à cimenter les tuyaux, et c'était fini. Du bon boulot. Il leur a fallu 5000 ouvriers et seulement 21 mois pour achever cet ouvrage. Non seulement ils ont fini avec 2 ans d'avance, mais aussi avec un excédent de budget. Le barrage Hoover contient dans son réservoir 35 milliards de mètres cubes d'eau et génère plus d'électricité que n'importe quel autre barrage de l'époque. Avec une installation aussi grandiose, les villes de l'Ouest américain peuvent désormais prospérer.
Chine, le barrage des Trois Gorges va faire prendre de la hauteur à l'architecture de béton. Imaginez l'épaisseur de béton à la base de l'ouvrage, sans compter ses 180 mètres de hauteur et ses 2 km de longueur. Ça représente une quantité monumentale de béton. Le barrage des Trois Gorges est constitué de 10 fois plus de béton que le barrage Hoover. Les ingénieurs ont dû employer les grands moyens pour le refroidir. Ils se sont servis de tout ce qui existait. Ils ont refroidi les agrégats et le sable avant de les mélanger. Ils ont ajouté de la glace. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que la température soit la plus basse possible avant que le béton chauffe tout seul. Les étés étant spécialement chauds dans cette région, les mois de juillet et août en particulier, ils sont allés jusqu'à utiliser un système de vaporisation d'eau pour créer un nuage de brouillard au-dessus du barrage. L'idée était de faire écran aux rayons du soleil et de les empêcher de chauffer un peu plus le béton. Mais tous ces calculs pour éviter les fissures ne serviront à rien si le barrage n'est pas construit sur de solides fondations, comme l'explique Ed McCann. Fabriquer un barrage totalement imperméable, ça, on en est capable. Mais c'est beaucoup plus compliqué d'étancher le lit du fleuve. Quand l'eau se trouve derrière le barrage, elle exerce une pression immense qui pousse dans cette direction. Et comme le béton ne la laisse pas passer, elle finit par s'infiltrer en dessous. Et le barrage ne barre plus rien. Il y a une solution. Si John veut bien m'aider, on va l'examiner. Les blocs, s'il te plaît. Ici, on a un réseau de tuyaux qui s'insère à la verticale dans le lit du fleuve. Ils sont percés de petits trous sur les côtés. On les relie à une pompe à haute pression. Bien plus grosse que celle-ci, évidemment. Cette pompe contient un coulis, un mélange tout simple de ciment et d'eau. Quand le coulis se solidifie, il forme une barrière imperméable dans le sol. On va donc tenter l'expérience. Si j'appuie très fort sur notre pompe à haute pression, voilà. Presque immédiatement, on voit le coulis apparaître et se répandre dans le sol, ce qui est l'effet souhaité, bien sûr. On remarque qu'il ne pénètre pas partout. Ça signifie que le sol est plus dense et moins perméable à certains endroits. Mais ce n'est pas un problème, puisqu'on perce ensuite d'autres trous dans ces zones-là pour y introduire le plus d'enduit possible. Et on continue comme ça jusqu'à l'obtention d'un écran étanche sous tout le barrage. Voilà. On a donc un barrage imperméable en surface et un barrage imperméable sous terre. On va donc introduire 100 km de tuyaux dans le sol granitique des Trois Gorges. On y injecte ensuite 200 000 m3 de coulis qui se glissent dans les fissures de la roche. En durcissant, le coulis transforme le sol perméable en une solide base étanche. Les Chinois sont désormais assurés que le Yangtze-Jiang n'ébranlera pas leur barrage. Depuis la construction de l'immense barrage Hoover et de son système de refroidissement, la taille des barrages a encore augmenté. Ils retiennent des volumes d'eau toujours plus importants et donc plus dangereux. Le barrage de Grand Coulee est la plus grande structure en béton des États-Unis. S'il cédait, il serait à l'origine d'une catastrophe majeure. La ville de Johnstown, en Pennsylvanie, a connu une telle tragédie. En 1889, une pluie diluvienne s'abat sur la ville. Bientôt, le calme de ce réservoir va voler en éclats. Il pleut pendant 24 heures. L'eau monte et finit par atteindre le haut du barrage. Le réservoir déborde.
Le barrage cède et en 45 minutes, 20 millions de tonnes d'eau se déversent sur la vallée. Une vague haute de 18 mètres déferle et s'abat sur Johnstown. La ville est littéralement rasée. Plus de 2200 vies sont emportées par la vague. C'est la pire catastrophe qu'aient connue les États-Unis. Pourquoi les barrages rompent-ils quand leurs réservoirs débordent? Ed McCann nous l'explique. Le problème, c'est quand l'eau passe par-dessus le barrage et fragilise le terrain ici, à l'avant, ce qui rend l'édifice particulièrement vulnérable. C'est ce qu'on appelle l'affouillement. Je vais vous montrer l'effet de l'affouillement à l'aide de cette maquette. Voilà la pluie qui fait monter la crue. Le lac du barrage se remplit à ras-bord. Très vite, l'eau commence à passer par-dessus le mur et à tomber de ce côté. Elle coule le long de la paroi et érode le sol au pied du barrage. On le voit, l'édifice bouge déjà un peu. Le sol se dérobe, les fondations cèdent et le barrage pivote. Il ne devrait pas tarder à s'écrouler. Et boum! C'est une démonstration plutôt convaincante. Quand le barrage cède, un véritable mur d'eau s'abat sur la vallée. Et si vous avez le malheur de vous trouver sur son passage, vous êtes probablement déjà mort. Vous le voyez, l'affouillement est un problème potentiel majeur pour ce genre d'ouvrage. Il doit être réglé à tout prix. En 1933, le chantier du barrage de Grand Coulee démarre sur le fleuve Columbia dans le nord-ouest des États-Unis. Il sera encore plus gigantesque que le barrage Hoover, 3 fois plus large. Sa construction nécessite 3 fois plus de béton. Les ingénieurs doivent s'assurer que la catastrophe de Johnstown ne se reproduira pas. Pour que l'eau, si elle déborde, n'érode pas le lit du fleuve, il donne à la base du barrage une forme de ralentisseur. Cela permet de dissiper l'énergie de l'eau qui se déverse le long de la paroi. La cascade, en s'écrasant sur ce ralentisseur, perd une bonne partie de sa force destructrice. Avec une telle installation, le plus grand barrage hydroélectrique des États-Unis peut enfin fonctionner en toute sécurité. Les constructeurs du barrage des Trois-Gorges sont face au même problème. Eux aussi doivent s'assurer que leur construction ne sera pas endommagée par le débordement du réservoir. Durant la saison des pluies, le barrage retient un très grand volume d'eau, jusqu'à 22 milliards de mètres cubes. On régule l'évacuation du trop-plein par ce système de 46 vannes et de chutes que vous voyez là en bas. La conception d'un système comme celui-ci doit prendre en compte la force de l'eau qui fait une chute de plus de 100 mètres et atteint une vitesse colossale au pied du barrage. Pour diminuer la force de l'eau qui percute le fond du barrage, les Chinois font appel à des technologies similaires à celles de Grand Coulee. Lorsque le niveau du réservoir monte, on ouvre une série de vannes qui permettent d'évacuer le trop-plein. Le déversoir est équipé de chutes en béton qui atténuent la force de l'eau et évitent l'affouillement à la base du barrage. Mais contrairement au ralentisseur de Grand Coulee, les chutes du barrage des Trois-Gorges projettent l'eau dans les airs. Elle se transforme alors en petites gouttelettes et atterrit 100 mètres plus loin après avoir perdu son énergie destructrice.
Quand ils ouvrent les vannes, les Chinois n'ont donc plus aucun souci à se faire. Avec le barrage de Grand Coulee, mis en service en 1942, on a appris à fabriquer une structure capable de résister à la puissance abrasive de l'eau. Mais pour en construire un nouveau sur le fleuve Ienisseï, en Russie, les ingénieurs vont devoir plancher sur un moyen d'interrompre le cours de l'eau tout en maintenant le trafic fluvial. Dans les années 60, l'Union soviétique veut moderniser sa puissance industrielle. La construction de barrages gigantesques est donc planifiée. L'un des premiers projets, le barrage de Krasnoïarsk, fera 1 km de large pour traverser l'Ienisseï et générera 6000 MW d'électricité. Mais voilà, le fleuve est la voie principale de navigation vers la Sibérie et un barrage ferait obstacle au trafic. Pour ne pas interrompre la navigation fluviale, les Russes ont une idée de génie. Ils vont fabriquer un bac en acier assez large pour transporter un bateau qu'ils pousseront jusqu'au sommet d'un plan incliné. Il suffira alors de faire tourner le bac sur lui-même pour le faire descendre de l'autre côté du barrage. Des pompes hydrauliques permettront de déplacer les 7000 tonnes de l'ensemble. L'ingénieur Ed McCann se sert d'une bouillotte pour nous montrer le principe de fonctionnement de ces pompes hydrauliques. Bien. Ma bouillotte est reliée à une bonbonne d'eau par ce petit tuyau, suivi d'un tuyau d'arrosage. Voyons ce qui va se passer. Je vais la soulever d'environ 1 mètre. Maintenant que la bonbonne est à 1 mètre de hauteur, la pression a augmenté à l'intérieur du système, mais pas suffisamment pour soulever ça. Rien ne bouge ici. La bouillotte reste complètement aplatie. Je vais reculer un peu pour éviter de prendre une pile de parpaing sur la tête. Je continue à lever la bonbonne. Elle est à environ 3 mètres et maintenant on voit les blocs de béton qui se soulèvent. Je la monte jusqu'au bout, à environ 4 mètres. Et voilà. Ceci démontre la puissance incroyable que l'on peut obtenir à partir d'eau sous pression. On se sert de cette technique pour soulever des objets lourds. Les Russes aussi emploient un liquide sous pression pour soulever les bateaux du fleuve. Des pompes ultra puissantes projettent un fluide hydraulique dans une série de moteurs installés sous le plan incliné. Les moteurs actionnent d'immenses roues d'engrenage qui, à leur tour, font avancer le bac le long d'un rail. Ces moteurs génèrent une force de traction tellement immense qu'ils font passer le bateau d'un côté du barrage à l'autre en seulement 90 minutes. Quand cette merveille de mécanique a été ouverte, les habitants de Krasnoïarsk sont venus l'admirer en masse. En Chine aussi, la navigation fluviale pose un problème. Le barrage des Trois Gorges se dresse sur l'un des fleuves les plus fréquentés d'Asie. Le Yangtze-Kiang est une voie très importante pour la navigation fluviale en Chine. Il relie Shanghai, sur la côte, à des grandes villes comme Yichang ou Chongqing. C'est environ 8000 tonnes par an de marchandises qui circulent sur ces eaux. Faire passer 170 bateaux chaque jour au-dessus d'un barrage de près de 180 mètres de haut est un défi de taille. Les Chinois vont le relever en fabriquant la plus grande écluse du monde. Au pied du barrage, les navires entrent dans l'écluse.
Les portes se referment, l'eau se déverse et les fait monter au niveau de la seconde écluse. Ils en passeront 5 en tout avant d'atteindre le sommet du barrage, une opération qui peut durer jusqu'à 4 heures. Si les navires de marchandises s'en accommodent, c'est beaucoup trop lent pour les bateaux de passagers. Et ils sont nombreux à circuler sur le Yangtze-Jiang. Pour offrir aux voyageurs une traversée plus efficace, ils construisent cet ascenseur qui permettra de passer le barrage en 36 minutes environ. Contrairement au système de Krasnoïarsk, celui des Trois Gorges soulèvera les bateaux comme un ascenseur. Et le secret de son succès se niche dans le béton de ses murs. Les ingénieurs vont y placer un ensemble d'énormes contrepoids qui soulèveront les navires. « 16 blocs de béton de 1000 tonnes chacun seront reliés par des câbles au bac en acier portant le bateau. En s'abaissant, les contrepoids hisseront le bac et sa charge jusqu'au sommet du barrage. Cet ascenseur à bateau mesure 113 mètres de hauteur et peut hisser des navires pesant jusqu'à 3000 tonnes. Ça en fait le plus important du monde. Il est 2 fois plus puissant que celui de Krasnoïarsk. Pour le moment, le chantier est loin d'être terminé. Il ne s'achèvera qu'en 2015. Mais on voit bien que c'est immense. Encore une réalisation très impressionnante. En 130 années d'innovations diverses, les barrages n'ont cessé de produire toujours plus d'électricité. Aujourd'hui, l'hydroélectricité reste l'une des énergies les plus propres. Mais plus les barrages sont grands, plus leur impact sur l'environnement l'est aussi. Les ingénieurs chinois doivent s'assurer que les Trois Gorges ne sera pas un frein au renouvellement naturel des sols. Le barrage produit plus d'électricité que n'importe quelle autre centrale hydraulique dans le monde. Mais ce n'est pas la première raison pour laquelle il a été construit. Le Yangtze-Jiang est connu pour ses fortes crues. En 2000 ans, il y a eu près d'une crue violente tous les 10 ans. Celle de 1931 en particulier a tué environ 135 000 personnes et détruit près de 2 millions de foyers. C'est donc avant tout pour maîtriser ce problème terrible d'inondation que le barrage des Trois Gorges a été construit. Il barre le passage aux eaux de crue dévastatrices. Elles sont retenues dans le réservoir et relâchées au compte-gouttes de l'autre côté du barrage. Mais la régulation des eaux de crue peut avoir des conséquences graves sur l'environnement. L'histoire récente l'a démontré. En 1970, les ingénieurs égyptiens construisent le barrage d'Assouan sur le Nil afin de contrôler ces crues. Mais bien vite, les paysans cultivant en aval du barrage remarquent que les récoltes sont moins abondantes. Les sols deviennent si pauvres qu'il faut des millions de tonnes d'engrais chaque année pour les traiter. La terre est en souffrance parce qu'elle est privée des eaux de crue qui transportent avec elle de quoi la nourrir. Andrew Zidlow, docteur en chimie, nous en fait la démonstration. Ici, on a notre eau de pluie propre. On y ajoute de la terre de bonne qualité, puis des excréments d'animaux, des coquilles d'escargot qui se composent essentiellement de carbonate de calcium, puis des feuilles séchées, un peu de végétation, et bien sûr, du poisson.
Quand l'orage s'abat, que la pluie se met à tomber violemment, tous ces ingrédients sont brassés et broyés par les trompes d'eau. Et voilà ce que ça donne. Un véritable cocktail des nutriments naturels les plus importants pour la végétation. Azote, phosphore, calcium, magnésium et potassium. Mais quand le flot est retenu par un barrage, les particules nutritives commencent à se déposer. Le problème est d'autant plus conséquent quand il s'agit du plus grand barrage du monde. La circulation du précieux limon du Yangtze-Jiang est bloquée. Il est pris au piège dans les eaux quasi stagnantes du réservoir et finit par se déposer au fond, où il s'accumule petit à petit. La sédimentation du Yangtze-Jiang est un très gros problème. Au total, ce sont 500 millions de tonnes de sédiments qui se déposent chaque année, soit environ 1 km3. Il y aurait de quoi remplir des centaines d'immenses stades de sport. C'est monumental. Si le limon reste bloqué en amont du barrage, les agriculteurs, les pêcheurs et les animaux en aval manqueront des nutriments que le fleuve leur apportait jusque-là. Quant au barrage, il sera menacé par l'accumulation de sédiments dans son réservoir. En gros, les sédiments qui se déposent au fond du réservoir peuvent en réduire la capacité et même finir par bloquer les turbines s'ils les atteignent en s'accumulant. Les Chinois, très astucieusement, exploitent la force de la crue pour déloger les sédiments du réservoir et leur permettre de continuer à descendre le fleuve. Ils ont installé des vannes au plus profond du barrage. Chacune pèse aussi lourd qu'un bus et doit être soulevée à l'aide d'un piston hydraulique puissant. Quand les opérateurs les ouvrent, le courant chasse vers elles les sédiments pris au piège au fond du barrage. Ainsi, les autorités chinoises espèrent que la sédimentation n'affectera pas la production d'électricité avant au moins un siècle. Mais ce système de purge, si intelligent soit-il, ne peut pas nettoyer parfaitement le barrage. 30 à 60% des sédiments, selon les estimations, y restent prisonniers. Les Chinois sont tout de même convaincus que les points forts du barrage, tels que la production d'une énergie propre et la régulation des crues, l'emportent largement sur ses points faibles. Ces proportions sont démesurées. Alors que toutes ces turbines n'ont pas encore été mises en marche, il produit déjà plus d'électricité que n'importe quelle autre centrale hydraulique dans le monde. Grâce aux avancées technologiques permises par ses ancêtres, le barrage des Trois Gorges est un fleuron de l'ingénierie hydroélectrique. Jusqu'au jour où un autre barrage, encore plus grand, viendra le détrôner. Le gâteau. Non, juste la framboise. Tenez.
Et si je vous dis à ma guise? À ma guise? À ma guise, à ma guise. Cet homme est sur mesure au fil. Avec Amaguise, vous payez votre assurance au kilomètre près et pas un de plus. Amaguise.com, c'était comment l'assurance avant? Comparez. Irlande. Laissez-vous charmer par les merveilles de l'Irlande du Nord, ses châteaux légendaires, l'ambiance chaleureuse de ses pubs, sa musique traditionnelle et la bonne humeur irlandaise. Irlande. Laissez-vous emporter. Vol direct avec Aer Lingus à partir de 49 € aller simple. Renseignez-vous sur airlingus.com. Un aspirateur à sac de taille standard pèse en moyenne 7,2 kg et perd de l'aspiration. Le nouvel aspirateur Dyson City est un concentré de technologie Cyclone, plus léger de 2 kg. Pourtant, il a la performance de nettoyage d'un gros aspirateur. Dyson, l'aspirateur qui ne perd pas d'aspiration. Allez! Découvrir. Engagement! Toyota? Sur Toyota. Et faire? Non, son frère. Ah, d'accord. La vie, la maison, la forêt. Il y a celles qui ne se font pas vraiment plaisir. Et puis, il y a celles qui ont découvert la douceur de perles de lait. Et ça se voit. Moi, perles de lait, c'est plus de plaisir et ça se voit. N'avez-vous jamais rêvé de rouler en coupé cabriolet? 8 pays, 8 équipes, 2 coupés cabriolet Renault. Ça, c'est le Very Good Trip. Traversez l'Europe en Renault Wind et nouvelle Mégane coupé cabriolet et relevez tous les défis. Qui sera l'équipe qui remportera les 2 voitures? À vous de décider. Pour suivre leurs aventures, rendez-vous tous les jours sur www.verygoodtrip.renault.com. Venez découvrir Mégane coupé cabriolet lors des portes ouvertes du 10 au 14 juin. La côte adriatique. Un jour de tempête, il est venu s'échouer ici, gardant sa part de mystère. D'où venait-il? Les côtes d'Albanie, à juste une centaine de kilomètres d'ici, transportait-il ces clandestins qui cherchent à rejoindre l'Europe par cette partie de l'Italie? Ils rouillent, plantés sur la plage, abandonnés d'un propriétaire inconnu ou envolés. Les autorités italiennes n'ont pas cru bon l'enlever. Encore quelques années et les vagues l'engloutiront peut-être. La côte adriatique, un matin d'automne, bien au-delà de la ville de Bari. Route nord. Nous voici du côté de Molfetta, un anonyme port de pêche italien. Le secret du cargo échoué, les histoires de bateaux clandestins, certains affrétés par la mafia locale. Tout le monde doit les connaître ici, à commencer par les pêcheurs. Mais qui en parle? Passé la cathédrale de Trani, on s'attendait à des oliveraies, des vignobles, et du côté de Trinitapoli, voici des marais salants. Nous sommes dans les Pouilles, dans le talon de la botte, le garde-manger de l'Italie. Des tonnes et des tonnes de sel. C'est la saison des récoltes. Les paludiers industriels sont à pied d'œuvre. On s'égare, on s'oublie. L'esprit comme les imaginations dérivent et s'envolent. Et soudain, on dirait que camions et pelleteuses semblent posés sur une banquise. Erreur. Nous sommes bien en Italie et il fait ce matin une vingtaine de degrés. L'été est passé. Les plages de Pescara sont déjà désertes. Il faut préparer l'hiver, défaire les parasols, se reposer.
Le vide après le trop-plein. Le calme après le rush. Conditions délicates que celles des stations balnéaires, tantôt débordées, tantôt désœuvrées. Plus que quelques mois. Et l'on vendra encore des glaces à tour de bras. Plus on remonte le long des côtes d'Adriatique, plus le réseau routier et ferroviaire se muscle. La proximité des grandes villes de l'Italie du Nord, sans doute. Turin, Parme, Milan, Bologne. À mi-chemin, au cœur des Abruzzes, une envie nous prend, un caprice de curieux. Quitte à déranger la quiétude de ses habitants, frôler des ailes un de ces villages tout en pierre, qui surplombe la mer, le long de cette côte ni trop droite, ni trop plate. Littoral à 2 étages, où l'on a appris à se méfier des colères de l'Adriatique, cette mer qui, comme partout, rogne le rivage, en dépit des brise-lames, savamment disposées çà et là. Ancône, un port à portée de bateau des îles de Croatie, juste en face. Circulation maritime intense vers Zadar, Split, Dubrovnik ou même la Grèce. Ancône, où les chantiers navals signent la construction de dizaines de paquebots de croisière et autres ferries, aux grandes dames de leurs concurrents européens. Et puis c'est Rimini. Rimini la légendaire et ses 1300 hôtels. Une plage longue de 15 km, morcelée dans sa partie supérieure en multiples parcelles, des bars et des restaurants numérotés. Ici, les parasols sont déjà rangés et pour que l'été prochain tout soit comme d'habitude, on protège la plage en remontant le sable. Ainsi, les tempêtes d'hiver ne l'emporteront pas au large. Et Rimini, la ville de Fellini restera Rimini, éternelle et caricaturale. Au-delà des plages et des lidos, l'autre visage des côtes de l'Adriatique, ce sont les discrets villages de pêcheurs qui, eux, vivent sans l'angoisse du retour du touriste et qui ne connaissent pas le sentiment d'envahissement. Le long des jetées sur pilotis, des pêcheurs sédentaires montent, puis descendent de grands filets mobiles. Sur les balcons en bois qui surplombent l'Adriatique, ils ont alors tout le temps de savourer leur sort, somme toute assez enviable, comparé à tous ceux qui l'été fréquentent quelques mois par an les plages bondées de Rimini ou de Cattolica.